Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Laurence Cristol, 54 ans. Soyez la bienvenue. Merci à vous de me recevoir. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens publiés tous les mardis dans La Glorieuse depuis bientôt depuis 6 ans. Vous étiez venu il y a 4 ans. Oui. Depuis, les choses ont changé. Donc vous êtes toujours médecin gériatre à l'Institut du cancer à Montpellier. Tout à fait. Mais vous avez une association, vous avez eu une ascension politique fulgurante. Vous avez gravi les marches deux par deux. Il faut vous suivre. Si vous le dites. C'est mon commentaire. Oui. C'est vrai que vous êtes difficile à suivre parfois. Non, je ne trouve pas. Bon, au départ, vous étiez membre du Parti des Républicains, droite sociale Juppé. Oui. Vous me dites si je me trompe. Hein. Tout à fait, j'étais présidente du comité Juppé en 2017. Voilà, ensuite vous avez été conseillère départementale de l'Hérault, majorité départementale PS, vous dites majorité budgétaire dans la raison transpartisan. Tout à fait. Et en 2018, à la suite d'une crise politique, le maire de Saint-Clément démissionne, alors vous êtes élu à la tête du conseil municipal et réélu en 2020. Tout à fait, également. Et en 2020 aussi, donc, vous glissez dans un trou de souris pour être élu après la démission de Coralie Dubost. Et cet été, vous démissionnez du conseil municipal de Saint-Clément. Oui, c'est la loi de 2014 du non-cumul des mandats qui demande donc à démissionner de ses mandats exécutifs locaux. J'ai rien oublié sur votre parcours politique ? Non, je crois que c'est très bien. J'ai bien résumé. Bon, ben merci. Donc voilà, avant de passer aux questions, on va présenter la une du numéro 1005 de La Glorieuse. Donc on attaque un article de une avec Vénard et Fripouille au logement social. C'est le sujet à la mode en ce moment. On en a parlé dernièrement au conseil municipal de métropole du logement social. Je ne sais pas si vous avez suivi. Vous n'avez peut-être pas le temps de suivre les débats au conseil de métropole. Pas en direct, mais je lis les comptes rendus. D'accord. Ensuite, Sud de France, on revient sur la marque Ombrelle contestée. Et ensuite, un sujet un peu politique, parler pour convaincre ou pour parler, point d'interrogation, les mots des politiques. Une bonne introduction à l'entretien. Les mots MOTS. Ah, je vous laisse, hein. On comprend ce qu'on veut. Non, moi, il y a marqué mot, MOTS. Voilà, donc on va parler, Laurence, si vous voulez bien, de l'actualité à l'Assemblée nationale, de la politique nationale, de la politique locale et de Saint-Clément. Ça fait beaucoup de sujets. Ça fait beaucoup de sujets. Donc le gros dossier qui vous mobilise aujourd'hui, c'est demain, vous présentez à la Commission des affaires sociales le texte de financement de la politique de santé du gouvernement. Je suis effectivement responsable du texte. Voilà. Donc vous êtes responsable du texte. En fait, cette semaine, on va présenter ce texte santé à deux commissions. Demain au commissaire des affaires sociales et vendredi matin à la commission des affaires de finances. Tout à fait. Et en fait, c'est donc la politique en 2023 de prise en charge de santé en France. Donc ça correspond à tout ce qui va considérer donc, la prise en charge dans les EHPAD, les actions de prévention. Aujourd'hui, on est très axé sur la prévention. L'OMS a instauré cette dynamique et le gouvernement l'a suivi ainsi que l'Europe sur One Health, c'est-à-dire la santé au premier plan. Donc en fait, on va présenter tout le texte gouvernemental qui va soutenir toutes les actions, notamment de prévention, mais également de prise en charge en santé, maladie. C'est un texte important. Vous allez être sous les projecteurs ? Oui, je pense, mais j'en suis ravie parce que vous savez, je suis rentrée en politique pour justement poursuivre mon engagement dans la vie civile. Je suis toujours médecin, j'exerce toujours à l'Institut du cancer. Et pour moi, c'était important, dès le départ, quand je suis rentrée comme conseillère municipale en 2008, de soutenir les actions de santé, de prévention au niveau local. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir été élue à l'Assemblée nationale, commissaire des affaires sociales, et dès le premier jour, j'ai demandé à être investie de missions sur la santé. Donc j'ai été nommée référence auprès de l'INCa. Et j'ai également été nommée aux affaires européennes, référente santé, et je vais présenter prochainement une mission sur les données de santé au niveau de l'Europe.
Donc je suis effectivement très satisfaite parce que c'est un domaine dans lequel j'avais vraiment envie de travailler et on me donne cette possibilité. Alors, non loin des affaires sociales, il y a la réforme des retraites. Les 2 tiers des Français n'en veulent pas. Est-ce que vous attendez un peu à vous faire secouer sur cette réforme des retraites? Alors on est en train de réfléchir et je pense que c'est la dynamique qu'on va avoir prochainement, c'est-à-dire une loi grand âge. Et la loi grand âge, donc avancée en âge, prévention de la perte d'autonomie, a aussi quelque part dans ses clous l'évolution de la société sur le plan de la retraite. Aujourd'hui, on ne doit pas regarder à 2023, mais regarder à l'évolution sociétale aux 10 ou 20 prochaines années qui sont devant nous. Donc aujourd'hui, avec l'augmentation de l'espérance de vie et tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme évolution du travail, de la valeur travail au niveau de notre société, je pense que ça doit être vu dans sa globalité. Donc effectivement, je pense que la retraite, on va y travailler en 2023, mais on ne pourra pas se faire l'économie de parler de la retraite dans un processus d'évolution en âge de façon globale sur le grand âge. Donc oui, et j'espère bien pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Ma question c'était, attendez-vous à vous faire un peu secouer, à ce qu'il y ait des remous Mais bien sûr, c'est évident. Vous vous préparez comment? En fait, on va essayer d'abord d'entendre ce que veut la population. La population Ils n'en veulent pas, la population. Bien, oui, plus de 78% des Français ne souhaitent pas effectivement qu'on réfléchisse à modifier l'âge à la retraite. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont envie de continuer à accumuler un emploi retraite, qui ont envie de continuer à travailler différemment après un certain âge. Il y en a d'autres qui, parce qu'ils ont une pénibilité au travail ou parce qu'ils ont commencé à travailler très tôt, ont besoin de s'arrêter un peu plus tôt, ne serait-ce que par rapport à leurs conditions de santé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut quelque chose un peu à la carte, mais il faudra de toute façon une réforme. Il la faudra, cette réforme. Est-ce que vous êtes adhérente à Renaissance? Oui. Depuis combien de temps? Renaissance, les statuts de Renaissance n'ont que 3 semaines. Ah bon? Donc oui, ça a été fait le 17 septembre. Ah bah d'accord, donc bravo. Donc, depuis 3 semaines, vous êtes déjà adhérente? Oui. C'est bien. C'est normal. C'est obligatoire? Ça semble légitime, ça semble légitime et logique. Et quelle différence faites-vous entre les Républicains et Renaissance? Renaissance, aujourd'hui, moi je m'y sens très bien, ne serait-ce que quand on voit au niveau du gouvernement certains qui viennent des Républicains comme moi, que ce soit Bruno Le Maire, Gérard Darmanin, et puis ma présidente de groupe, Aurore Berger. Donc je m'y sens en confiance et totalement intégrée. Je pense que Renaissance, aujourd'hui, c'est un parti qui regroupe des courants anciennement qui se retrouvent autour un thème global de politique générale autour d'Emmanuel Macron. Donc ça me semble, je m'y sens très bien, et une partie Comme vous vous sentiez bien aux Républicains? Aux Républicains, je m'y sentais bien quand il y avait des courants qui étaient proches de mes convictions, comme celui éventuellement d'Alain Juppé. Aujourd'hui, les Républicains ont évolué, et notamment dans la dernière campagne présidentielle, vers une droite dans laquelle je me ressentais beaucoup moins qu'avant. La candidate des Républicains, Valérie Pécresse. Oui, Valérie Pécresse. J'ai assisté à certains de ses meetings, je l'appréciais. Je pense que c'était une femme que j'appréciais profondément et qui m'avait soutenue en 2017. Mais elle a fait une campagne au niveau des présidentielles avec peut-être des courants de pensée dans lesquels je me ressentais beaucoup moins à la fin, tout à fait. Est-ce que la REM, en passant Renaissance, en devenant Renaissance, est-il passé à droite? La REM comprend des personnalités qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche, qui viennent du centre, et ça en fait sa force. Parce que vous savez, il y a un nouveau site, être de droite ou être de gauche. Vous l'avez vu ce site? Non, vous en apprenez des choses. Quand on tapait Emmanuel Macron, ça s'appelle de droite, de gauche. Non, je ne sais pas. Quand on tape Emmanuel Macron, boum, surprise, il n'est pas et de droite et de gauche, il est de droite. C'est tout à fait possible. Est-ce que vous allez voter le 49.3? Alors, le 49.3 est voté par ceux qui le souhaitent. Moi, je n'ai... Vous le souhaitez ou vous ne le souhaitez pas? Le 49.3, aujourd'hui, c'est... Le président l'a autorisé la semaine dernière, parce qu'aujourd'hui, les débats à l'Assemblée nationale ne sont pas contributifs. Moi, ça fait... La semaine dernière, j'ai débattu à l'Assemblée nationale 17 heures par jour. Je ne suis pas la seule, on a été très nombreux à le faire.
on avait à examiner énormément d'amendements. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est un mandat qui permet une liberté de parole, d'échange et d'examen d'amendements qui sont particulièrement intéressants et très fructueux. On a adopté certains amendements qui venaient de partis d'opposition sans aucun problème parce qu'ils étaient pertinents. Mais quand il arrive un moment où le nombre d'amendements ou le nombre de positionnements font que la loi ne peut pas être votée, il arrive un moment où on doit prendre une décision radicale. Donc si on doit prendre une décision radicale qui est celle d'avoir le 49.3 aujourd'hui, il faudra le faire, bien évidemment. Est-ce que vous allez voter la loi sur la fin de vie? Alors, la loi pour la fin de vie, d'abord, première étape de la loi sur la fin de vie, c'est l'évaluation de la loi Claes-Leonetti. Je me suis portée candidate pour être une des personnes, une des députées porteuses donc, de cette évaluation. Quand elle sera évaluée, la loi Claes-Leonetti, on verra comment on vote et comment seront évaluées la proposition sur la fin de vie. Aujourd'hui, c'est un problème sociétal. Et je trouve que c'est très très bien qu'Emmanuel Macron prenne ce genre de discussion, d'évaluation. Aujourd'hui, la population est demandeuse à ce qu'on réfléchisse sur une fin de vie, à évoluer sur la loi existante. De toute façon, Leonetti, le professeur Leonetti, on avait échangé il y a quelques années, à l'époque je n'étais pas du tout en politique, mais en tant que gériatre, et il m'avait dit, la loi, elle est perfectible, elle devait exister, je l'ai proposée, mais évidemment, elle doit évoluer. Et donc je pense que c'est tout à fait légitime d'y réfléchir et d'évoluer avec cette loi. Est-ce que vous comprenez les propos de votre collègue Patrick Vignal là, sur le 49.3? Qu'est-ce qu'il a dit sur le 49.3? Bon, il a été un peu réservé. Je pense qu'on a chacun sa sensibilité. Je pense que le 49.3 aujourd'hui, c'est un outil de la Constitution de cette 5e République qui permet à un gouvernement de dire à l'Assemblée, c'est vous qui allez être juge. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée qui va être juge. Bon, on va passer sur la politique locale. Votre succession est compliquée. Est-ce qu'elle est due au départ de LR ou uniquement aux ambitions de vos éventuels successeurs? Je pense qu'elle est due aux ambitions de mes éventuels successeurs. Alors, suite à votre élection de député, pendant votre élection à la députation, on vous a reproché que vous aviez été élu alors que vous n'habitiez pas la circonscription. Alors, la circonscription comprend des communes qui étaient dans mon mandat de conseillère départementale. Je suis conseillère départementale du canton de Saint-Gély-du-Fesque depuis 2015. Ça s'appelle une pirouette, ça? Non, pas du tout. Donc, il y avait 6 communes du canton de Saint-Gély-du-Fesque qui étaient déjà sur la 3e circonscription de l'Hérault. Voilà, c'est votre réponse. C'est ma réponse, oui, bien sûr. Et puis, je suis née à Montpellier, j'ai vécu à Montpellier jusqu'à ces derniers temps. Non, puis je pense que la circonscription, la 3e circonscription, comprend trois intercommunalités, 6 communes qui viennent du Grand Pic-Salou et de mon canton de Saint-Gély, enfin celui dont j'étais conseillère départementale, parce que vous savez que j'ai démissionné. Et c'est Michel Lernoux, le maire de Saint-Gély, qui est devenu conseiller départemental. Des communes qui sont du Pays de Lunel, des communes qui sont de la métropole. C'est le millefeuille territorial. D'accord. Est-ce que vous avez fait la paix avec le comité LAREM du Lez, là, qui vous n'avez pas vraiment bien accueilli? Complètement, totalement. J'étais d'ailleurs à sa réunion d'il y a 10 jours, vendredi, il y a 10 jours, qui était une réunion très intéressante de présentation des enjeux climatiques et des propositions de réflexion sur le virage écologique. C'était présenté et organisé par les 2 responsables du comité. Il y avait également les comités du Pic-Saint-Loup qui étaient présents. Et puis ça a été aussi l'occasion d'Irène Toléré, la députée européenne, d'intervenir à ce moment-là. D'accord. Donc la situation s'est calmée. Totalement apaisée. Est-ce que vous étiez signataire de la charte de la Manif pour tous? J'étais à cette réunion de débat. J'avais été amenée par mon ancien collègue du conseil départemental qui a fait beaucoup de bruit, qui était Guillaume Fabre. Et c'était en fait un débat, c'était bien avant les élections et la structuration de ce qui était au départ une association et qui est devenu ensuite quelque chose de beaucoup plus structuré. Donc j'étais présente à ce débat. Vous n'étiez pas signataire de la charte? Et j'ai surtout pas soutenu la Manif pour tous. D'accord.
Après, ils m'ont plusieurs fois sollicité parce que, effectivement, j'avais assisté à ce débat et que M. Fabre était très impliqué dans la manif pour tous avec son épouse. Mais je n'ai après pu du tout accepter de sollicitation, de débat, de prise de parole ou de manifestation. Alors certains vous caricaturent, hein, nous on ne le fait pas, hein, les caricatures. Mais bon, certains vous caricaturent en député Jean-Pierre Grand. Vous dites quoi? Je dis que je respecte profondément Jean-Pierre Grand, avec qui j'ai beaucoup de points communs. J'ai l'occasion depuis de nombreuses années de travailler sur des dossiers avec lui et toujours avec le plus grand bonheur. Est-ce que c'est l'expression d'une misogynie politique? La politique misogyne, non. Bon, jamais. Ah. Aujourd'hui, regardez en politique, on a une présidente de l'Assemblée nationale qui est une femme, Yael Braun-Pivet, qui est formidable. On a une présidente de groupe qui est Aurore Berger. On a une première ministre, Elisabeth Borne, qui est une femme. Non, je pense qu'aujourd'hui, on avance beaucoup. On a des députés qui giflent leurs femmes. Ah, ça, oui. Ça vous a pas échappé? Ça m'a pas échappé. Quelles sont vos relations avec lui, avec Jean-Pierre Grand? Très cordiale, très respectueuse, très respectueuse. Et d'estime, je pense, et d'estime surtout. Quel est votre regard? Parce que bon, c'est vrai qu'il a 68 ans de mandat additionné, maire, conseiller général, nanana. Il fait la morale au NUPES sur les émoluments des députés et sur les émoluments des gens qui travaillent dans les raffineries. Est-ce que vous trouvez ça? Quel est votre regard là-dessus? Je pense qu'on a chacun le droit de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments. Moi, sur le NUPES... Il ne faut pas balayer devant sa porte parfois un peu? Après, être élu, avoir eu plusieurs mandats, ça apporte une expérience qui, je pense, est très importante. Quand vous êtes à l'Assemblée, selon les sujets sur lesquels vous discutez, vous avez un regard extrêmement pertinent. Quand vous avez une expérience d'élu de terrain, je pense qu'aujourd'hui, cette expérience d'élu de terrain, elle est force de proposition. Donc, moi, ça ne me choque pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la loi du non-cumul des mandats, on est revenu sur ces histoires effectivement de parcours politique qui étaient souvent du local en national, mais je pense que quelque part on a peut-être perdu un peu le sens du terrain. Ce sens du terrain est très important. Jean-Pierre Grand le connaît parfaitement. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un rempart de l'arrière-pays contre la toute-puissance de la métropole? Je pense que la troisième circonscription de l'Hérault est un territoire qui est à la fois urbain, périurbain et rural. Et la voix des territoires est pour moi très importante, bien évidemment. Est-ce que vous comprenez la volonté de la ministre Patricia Mirallès d'avoir le leadership sur le parti présidentiel dans le département? Patricia est une femme formidable, un excellent ministre qui travaille énormément, qui est très respectée, qui a un parcours politique très intéressant. Elle a exprimé effectivement qu'elle souhaitait prendre des fonctions plus importantes au niveau du département. Ça me semble légitime. Après, il y aura des élections de toute façon. Les élections vont avoir lieu en janvier et février. Les militants s'exprimeront. Est-ce que vous soutenez la candidature de Patricia Mirallès à la ville de Montpellier? On n'en est pas là. C'est pas du tout ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, elle a dit, Patricia, qu'elle souhaitait avoir je vais un peu plus d'importance. Vous lui poserez la question. C'est une question de semaine. C'est une question de semaine. Vous poserez la question à Patricia Mirallès. C'est surtout pas moi qui vais répondre à sa place. Bon, on va passer sur Saint-Clément. Le job de maire, c'était un tremplin? Le job de maire, c'était formidable. J'ai eu la confiance de mon conseil en 2018. J'ai eu 4 ans de bonheur à être maire d'une commune de 5000 habitants. C'est un job 24 heures sur 24. J'ai gardé des souvenirs fantastiques de mes relations avec la population, les enfants aux écoles, les personnes âgées au CCAS. Ça a été aussi un mandat compliqué, puisque quand en 2018 j'ai eu la confiance du conseil municipal, c'était aussi lié au fait qu'on avait des grandes difficultés, que ce soit sur le plan local d'urbanisme ou sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, avec notamment le prêt de Bissy. Donc ça a été un parcours compliqué, mais on a réussi à faire voter ce PLU à l'unanimité. On a validé toutes les propositions de la Chambre régionale des comptes. On a énormément avancé sur des dossiers de fond. Et puis surtout, on a géré la crise et la pandémie avec l'ouverture d'un centre de vaccination sur Saint-Clément. Donc ça a été vraiment un investissement permanent.
Et c'est tout ce que je retiens, c'est pas une question de tremplin. Je ne suis pas allée à la mairie pour avoir un tremplin politique. La page est tournée maintenant ou Non, la page, vous pouvez y revenir? Ah non, c'est pas la question que je revienne. Je suis conseillère municipale, je suis très heureuse. J'ai commencé en 2008 comme conseillère municipale. Aujourd'hui, je suis toujours conseillère municipale et conseillère communautaire. Et j'espère bien qu'on me redonnera la confiance et que je pourrai continuer à apporter ma petite pierre à l'édifice auprès du maire. Parce que là, c'est un peu le souk. L'ancienne garde là, de Cassia Guerra ne se rend pas. Il y a 2 anciens adjoints qui mènent la fronde. Vous n'avez pas complètement apaisé la situation en partant. La situation a été apaisée. Après, vous savez, dans toute collectivité territoriale ou comme dans toute entreprise, chaque fois qu'il y a des changements, il peut y avoir effectivement l'expression de volonté politique et d'ambition personnelle qui se développe. Aujourd'hui, effectivement, cette ambition, elle ne me semble pas responsable. Françoise Le Saunier a été élue de façon totalement démocratique à la majorité du conseil municipal. Certains ont souhaité démissionner en masse pour faire valoir leur ambition purement personnelle. C'est, à mon avis, surtout aujourd'hui, dans les circonstances nationales et internationales, totalement irresponsable. Donc moi je soutiens totalement la candidature de Françoise. Elle a été élue depuis déjà 4 mandats, elle a géré des dossiers difficiles, c'est elle qui a dirigé le centre de vaccination, elle a montré sa solidité, sa connaissance des dossiers et son sens de l'intérêt général. Et ça, je pense que c'est ça qui est important. Quand on est maire d'une commune, c'est 24 heures sur 24. On doit pouvoir assumer. Aujourd'hui, la personne, Monsieur Pouget, qui souhaite être maire et qui s'est allié effectivement avec l'ancien premier adjoint, Monsieur G, s'était retiré des affaires de la commune depuis plusieurs mois et avait exprimé de façon très officielle le fait qu'il avait des ambitions personnelles autres, ou en tout cas qu'il se déchargeait des charges de la commune. Donc son retour ne me semble lié qu'effectivement qu'une ambition personnelle. Et avec une alliance de la carpe et du lapin, parce qu'il n'est de secret pour personne que c'était 2 opposants notoires, l'un et l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'ancien député Eliaou soit sur une liste municipale à Saint-Clément? La liste aujourd'hui, elle est conduite par Françoise Le Saunier. Moi, j'ai été élue en national, je vais faire mon travail en national. Je reste proche du terrain et proche de Saint-Clément parce que j'y suis foncièrement et viscéralement attachée et que les dossiers que j'ai souhaité mener depuis ces 4 dernières années, j'ai envie de voir leur concrétisation et leur soutien. Mais c'est Madame Le Saunier qui dirige la liste, c'est elle qui se présente avec sa liste. Donc c'est à elle de décider qui elle souhaite soutenir dans sa liste ou pas. D'accord. Pas à moi. Donc vous verriez d'un bon oeil qui viennent sur les municipales à Saint-Clément en tant qu'adjointe ou... Actuellement, je vous dis, c'est Françoise qui doit décider. C'est pas à moi de m'exprimer. Si Jean-François... Il y a une petite rumeur là-dessus. Jean-François, je pense, effectivement, souhaiterait pouvoir s'impliquer en local. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est opportun maintenant, cette année, alors que effectivement les élections législatives viennent d'avoir lieu il y a peu de temps? Est-ce que c'est plus opportun dans quelques temps? C'est à lui de voir, c'est aussi à lui de décider. Vous n'avez pas d'idée? Pas de commentaire. Pas de commentaire. Merci et belle journée à vous. À vous de même.